Fidélité à la une ce soir, les premières déclarations de Thomas Lubanga ému, il n'y avait plus d'issue pour nous. Nous étions dans un goulot d'étranglement, fin de citation. Tous les ex-otages de Codeco ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama. Les criminels de Kinshasa, de l'Ituri et de l'Équateur sont fichés. La police nationale congolaise tient désormais un répertoire contenant les renseignements des auteurs des actes criminels. Le fichier a été présenté aujourd'hui et va servir au partage d'informations et à la justice. D'autres inciviques opérant à Matadi au Congo central ont été appréhendés dans une opération de police. Ils sont membres d'un réseau appelé Union Sacrée. Ils ont été arrêtés tard dans la nuit. Voilà tout pour les titres encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Un invité dans cette édition d'information, Philippe Ngouala Malemba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPUDC, c'est bien cela. Exact. Avec vous, nous allons faire un rapide bilan sur le projet d'industrialisation du manioc en République démocratique du Congo, où en sommes-nous, mais aussi quelques pistes de solutions sur ce que pense le président de la République pour répondre à la pénurie du blé occasionnée par la guerre russo-ukrainienne. Je vous retrouve un peu plus tard. Merci. Pour commencer, la RDC se prépare à prendre la présidence tournante de la SADC en août prochain. Aujourd'hui, le président de la République a participé par visioconférence au sommet de la Troïka. Les dirigeants africains ont évalué la mission de la SADC au Mozambique. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé ce mardi 12 avril 2022 dans la matinée par visioconférence à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, organe de la SADC, ainsi que des pays contributeurs des personnels de l'unité de commandement de la SAMIM. Le hymne de la République d'Afrique du Sud, de la SADC et celui de l'Union africaine ont ouvert à distanciel les assises de cette réunion extraordinaire. Réunissant les chefs d'État et de gouvernement membres de la SADC et la République du Mozambique, cette réunion extraordinaire du sommet de la Troïka a essentiellement examiné le rapport sur le projet réalisé par la mission de la SADC au Mozambique, SAMIM, ainsi que les questions budgétaires y afférentes. Les allocutions du secrétaire exécutif de la SADC, du président de l'organe, la lecture du communiqué final ont marqué cette rencontre. Le sommet extraordinaire de la SADC est prévu au mois d'août prochain à Kinshasa, au cours duquel le président Félix Antoine Tshisekedi prendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale, succédant ainsi au président du Malawi et président en exercice de la SADC, Lazarus Karti Chakwera. De quoi sera fait la mandature de la RDC à la tête de la SADC? Le travail de préparation a débuté. Aujourd'hui, le chef de l'État a eu des échanges avec le secrétariat exécutif de cette organisation sous-régionale. Membre effectif aux côtés de 14 autres pays africains, la République démocratique du Congo prendra dès le mois d'août prochain les commandes de la communauté de développement d'Afrique australe. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va diriger cette organisation sous-régionale pendant un an, a déjà entamé les discussions avec les cadres permanents de la SADC pour préparer les matières à exploiter pendant sa mandature. Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADC, a présenté au chef de l'État et président entrant la feuille de route des actions à entreprendre par cette organisation qui a pour vocation de mener des médiations dans le domaine de la paix et la sécurité. Le président était très content, il a bien reçu la feuille de route. Il a apprécié la vision du secrétaire exécutif qui va travailler avec lui pendant une année. Et le secrétaire exécutif a présenté non seulement la feuille de route, mais il a cité quelques pays qui vont organiser les élections pendant que le président Félix sera président en exercice. Conduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, la délégation de la SADC a également informé au chef de l'État de l'éligibilité de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif adjoint. Un poste réservé à une femme et pour lequel la République démocratique du Congo n'a encore enregistré
aucune candidature. Créée en 1992, la Communauté de développement d'Afrique australe est une organisation sous-régionale dédiée à l'intégration régionale et à l'éradication de la pauvreté par le développement économique. Au cours de cette session à l'Assemblée nationale, les élus nationaux envisagent la révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Aujourd'hui, Denis Kadima, président de la centrale électorale, a déposé le rapport annuel auprès du speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. On fait le point avec Sylvie Moembo et Bernard Baud. Comme ça fait partie de ses obligations, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a déposé le rapport annuel des activités de la centrale électorale allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga. La CENI a l'ambition d'organiser des élections de bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Je peux vous dire que même ce week-end, nous avons travaillé aussi bien samedi que dimanche. Donc ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps et des élections crédibles. J'encourage notre population à s'approprier ce processus électoral parce que la CENI, à elle seule, n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Nous voulons que notre population vienne participer à toutes les étapes du processus électoral. Il faut rappeler que la révision de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante est une parmi les principales matières à débattre au cours de cette session de mars 2022. Le processus est enclenché. Le 6 avril sera bientôt déclaré chômé et payé en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une promesse du chef de l'État faite à la communauté kimbanguiste. Les assurances ont été données par le président du Sénat, Modeste Bahati. Sandra Nyangita Bogelor Kimpianga, Denis Kungi, reportage. La promesse faite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la communauté kimbanguiste, celle de faire du 6 avril une journée chômée et payée, va bientôt se concrétiser. C'est l'assurance donnée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au cours de la plénière du lundi dernier, consacrée à l'audition de la ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine, dans le cadre du contrôle parlementaire. Le président de la Haute Chambre du Parlement a rassuré quant à l'aboutissement rapide de ce processus. Pour lui, il ne reste que quelques formalités, notamment la convocation du Conseil national du travail par le ministre ayant le travail dans ses attributions. Pour rappel, dans son discours devant les kimbanguistes en avril 2021, à l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé au speaker de 2 chambres du Parlement de faire de la date du 6 avril une journée payée et chômée sur toute l'étendue du territoire national en mémoire du prophète Kimbangu et la lutte qu'il a menée pour la libération de l'homme noir. Pour bien faire les choses, je pense que c'est un problème de logistique qui s'est posé parce que la ministre du Travail avait déjà introduit la demande depuis plusieurs semaines. Nous espérons que le ministre d'État obligé et le ministre des Finances vont faire diligence pour honorer cette promesse et cette décision qui a été prise par le chef de l'État. Aussitôt que le Conseil national du travail se réunit, eh bien, l'ordonnance sera sur la table du chef de l'État. Direction Goma, s'il faut améliorer l'état de siège, le gouvernement est prêt. Pendant 3 heures, le Premier ministre a réuni autour de lui différents responsables de la sécurité pour une évaluation des mesures exceptionnelles au Nord Kivu. Auparavant, Jean-Michel Samalukonde avait pris langue avec la communauté des humanitaires. Pati Tondwango Kizonda, bienvenue Lusala Marcel Moubenga. Les différents problèmes liés à la sécurité dans la province du Nord Kivu créent des besoins d'ordre humanitaire. Décidé à apporter des solutions à ces questions des populations, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde a mis à profit son séjour de travail à Goma pour examiner ces problèmes.
lors d'une séance de travail ce lundi 11 avril 2022 avec les différentes organisations humanitaires œuvrant dans le Nord Kivu. Le chef du gouvernement a voulu s'assurer de la bonne collaboration entre le gouvernement et ses communautés humanitaires. C'est un moment important pour nous. C'est la deuxième fois en fait, que cela arrive en plus d'un an. Le Premier ministre a remarqué que la dernière fois qu'il avait eu l'occasion de nous rencontrer, c'était quelques jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, au moment où l'ensemble de la communauté humanitaire, des administrations locales et du gouvernement faisaient tous les efforts pour assister la population. Cette fois-ci, le Premier ministre nous a annoncé sa visite en particulier pour des raisons sécuritaires, militaires, d'un ordre un peu plus stratégique pour le pays, et a voulu s'assurer en fait de la bonne collaboration qu'il existait entre l'ensemble de la communauté humanitaire et ses services, ainsi que voulu entendre en fait, les plaidoyers qu'on aurait pu avoir à lui porter. Toujours au gouvernorat du Nord Kivu, le chef de l'exécutif national a présidé une importante réunion de sécurité élargie aux membres du gouvernement. Question de faire une évaluation de l'état des sièges. Cette visite du Premier ministre dans le Nord Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la Commission de défense de l'Assemblée nationale et des plusieurs voix que nous avons entendues dans l'opinion qu'il fallait faire l'évaluation de l'état des sièges et nous-mêmes comme gouvernement, à la suite de la volonté du président de la République d'installer cette mesure spéciale, nous nous dévions de faire le point de la situation. Donc nous sommes venus au cours de près de 3 heures de réunion où nous avons passé au crible toute la situation de la province, que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, au plan infrastructurel. Nous avons parlé de la province dans les détails. Aujourd'hui, donc, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège et demain, le Premier ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles et de voir dans quelle mesure on améliore là où il y a nécessité d'améliorer dans l'objectif principal, et il ne faut pas l'oublier, de ramener la paix dans cette partie du pays. Une façon pour lui de témoigner l'attachement de son gouvernement à cette population du Nord Kivu et sa détermination de ramener ainsi la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo. On reste dans cette partie, libération des otages en Ituri dans Thomas Lubanga. L'opération Le Tombeau est vide a porté ses fruits. Les ex-otages faisaient objet de chantage de la part des ravisseurs de Codeco. Les forces armées ont pris de l'ascendance sur les forces du mal en Ituri. Les vaillants militaires de forces armées ont libéré 4 membres de la task force, dont Thomas Lubanga, grâce à l'opération dénommée Le Tombeau est vide, menée par les unités spéciales de l'armée vers 2 heures du matin de ce mardi 12 avril dans le secteur de Walendu-Diati, en territoire de Djougou. Ces 4 ex-otages ont été présentés au gouverneur militaire avec les 4 autres relâchés il y a peu. Thomas Lubanga, coordonnateur de la task force, félicite les forces armées pour leur professionnalisme lors de ces opérations. Une coordination parfaite de nos forces armées. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la task force est fière de notre armée. Pour les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, l'opération menée par les forces armées ayant abouti à la libération de 4 otages est un signal fort aux groupes armés car on ne combat jamais la République, a dit le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, commandant des opérations. L'État reste toujours l'État. On ne peut pas combattre l'État. Quel que soit le temps, l'État a toujours les moyens pour rétablir l'ordre. Signalons que les forces armées viennent d'être renforcées avec les armes d'appui pour galvaniser les opérations de neutralisation contre les groupes armés locaux et étrangers à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Union sacrée, c'est le nom d'un groupe de bandits qui sèment la terreur à Matadi au Congo central. Ils sont tombés dans les filets de la police. Opération initiée par le maire de la ville dans quelques quartiers chauds. Pierre Mbouissaïdi. De Matadi au Congo central, de toutes ces poches d'insécurité,
en luttant efficacement contre le banditisme urbain qui a élu domicile à travers la traque des Koulouna et autres inciviques qui énervent la loi en causant d'énormes dégâts collatéraux dans les coins les plus reculés de ces havres de paix de tout le Congo. Principal objectif poursuivi par la mairie de Matadi, déterminé à éradiquer ces phénomènes criants des sociétés. Pour ce faire, accompagné de tous les services compétents de sécurité de Matadi, le maire de la ville de cette cité, Maître Patine Zouzio Makengedi, vient de lancer une vaste opération de démantèlement d'un réseau mafieux de bandits à main armée habitant au quartier Nsele vers les ponts Pozo, bandits qui opèrent tard la nuit sous le nom de Union Sacrée dans certains quartiers UP de Matadi. Je tiens à remercier le comité qui a pris cette initiative que nos enfants soient acheminés à Kanamakassi pour apprendre du travail. Nous les envoyons là-bas, en lieu de place de la machette qui venait casser une de toutes les filles, ils vont attendre la machette. C'est une première vague, il y aura une deuxième. Ça va interpeller les parents et les jeunes gens qui sont... À travers cette descente musclée, sanctionnée par l'arrestation des délinquants juvéniles et autres bandits de grands chemins, les autorités compétentes martèlent leur ferme volonté d'offrir aux Matadiens une cité hautement sécurisée et un havre de paix pour tous. La police dispose désormais d'un fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumés. Cet outil informatique a été présenté aujourd'hui au commissariat général de la police Blaise Boko Kiasanza Tony Djouma. Ce fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumés se veut une véritable banque de données policières informatisées, sécurisées et centralisées, regroupant ainsi les infractions relatives aux circonstances de temps et des lieux des commissions des infractions constatées ou élucidées par les services de la police nationale congolaise dans leur activité de police judiciaire. Cette banque de données comprend également les infractions relatives aux auteurs des infractions et à leurs victimes. La visite effectuée dans les différentes salles a édifié l'assistance. Ce projet conçu et financé par la France et l'Union européenne a été salué par le gouvernement congolais. Lorsque le gouvernement de la République s'emploie pour sécuriser la population avec ses biens, nous avons besoin d'un professionnalisme. Un outil par excellence, un outil informatisé qui permet à ce que les informations circulent aux usagers de la loi à temps record et en temps réel. Déjà opérationnel au Bénin, la RDC est le deuxième pays bénéficiaire. Mais pourquoi le choix de notre pays? L'ambassadeur de France répond. Et ça correspond à une identification de besoins qui est déjà ancienne et une relation de travail, de coopération avec la police nationale congolaise qui remonte à plusieurs années. C'est une véritable aubaine pour les cours et tribunaux d'y accéder afin de mener à bon port les investigations. La police vient maintenant d'acquérir un outil important qui va lui permettre d'améliorer le travail et ça sera l'avantage de la justice congolaise. Si la France a financé l'abonnement des serveurs pour une période d'1 an, les interrogations demeurent sur la poursuite du paiement. Je demande la prise en charge du gouvernement congolais pour que cette œuvre continue à sécuriser la population congolaise. Un fichier déjà opérationnel à Kinshasa, il est en extension en Ituri et à l'Équateur et cette vaste opération va bien sûr s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Audition de Christophe Lutundula en commission au Sénat. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait des grandes annonces sur l'amélioration des conditions dans nos ambassades. Bientôt, la livraison du char automobile dans les représentations diplomatiques. Doris Mozo, Sandra Nyangui, Henri Amouri. La commission des relations extérieures du Sénat a auditionné le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Christophe Lutundula, à Panapenapala. Que des questions essentielles posées. La situation sociale des diplomates en général, l'embargo sur les armes qui gênent la République, les bénéfices de la RDC à sa multi-appartenance aux organisations sous-régionales et régionales comme l'Union africaine et les conclusions de la conférence diplomatique sans être exhaustif. Avec maîtrise et pertinence, le chef de la diplomatie congolaise a donné des éléments de réponse à toutes ces questions.
Toutes les ambassades vont avoir un charroi automobile, les commandes sont passées et la livraison se fera progressivement en commençant par l'Italie. Déjà cette semaine, 2 limousines et un véhicule pour le personnel à chaque ambassade. Les diplomates sont à jour de paiement de salaire et pour les arriérés du premier trimestre 2020, la procédure est en cours. Sur les recommandations de la conférence diplomatique, Christophe Lutundula Panapenapala s'est montré rassurant. La diplomatie congolaise est en train de recouvrer ses marques sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les obsèques de l'ambassadeur de la RDC en Portugal seront dignes. Les fonds nécessaires sont débloqués et l'ambassadeur Kachadiri est à Lisbonne pour les formalités. L'actualité oblige, le VPM des Affaires étrangères est revenu sur la situation des Congolais, surtout les étudiants pris au piège en Ukraine. 613 Congolais sont en Pologne, 58 en Allemagne, 85 en Belgique, 4 en Hongrie et 3 en Roumanie. Et leur situation est de paix. La sénatrice Francine Mouyumba, présidente de la commission Relations extérieures du Sénat, s'est félicitée de l'amélioration du social des diplomates et encourage le VPM à partager avec sa commission les informations pour un réel accompagnement. Comme en novembre dernier, Christophe Lutundula repart après avoir étanché la soif des élus sur ces questions de la diplomatie congolaise. Et puis cette matinée d'échange avec les acteurs du secteur public et privé autour des questions d'investissement et de création de richesses en République démocratique du Congo, c'est une rencontre présidée par le vice-ministre du Plan, Crispin Mbadou. Commentaire Emmanuela Commissaire Moukatoum. Elle constitue un cadre de régulation de nombreuses questions sur l'investissement et la création des richesses dans le pays. La loi sur le partenariat public-privé, vulgarisée ce mardi au cours d'un atelier organisé par le ministère du Plan, détermine au mieux les responsables de l'État comme celles du secteur privé dans la pratique des affaires. Le vice-ministre au Plan, Crispin Mbadou, qui a présidé la matinée au nom du ministre d'État, Christian Mwando, a rappelé aux acteurs du secteur privé l'une de ses nobles tâches, celle de créer des richesses nationales et des emplois productifs décent en soutien au développement. Après l'exposé de motifs et fondamentaux fait par un expert du secteur, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo Kamole, a éclairé l'Assemblée autour des enjeux de la loi PPP sur la promotion des investissements. On ne s'arrêtera pas simplement à cette loi. Nous avons déjà un cadre, certainement qu'il y a des imperfections qui peuvent exister, mais nous avons déjà la loi qui permet en sorte qu'un opérateur économique aujourd'hui se dise « je viens dans ces pays, il y a des investissements publics, des investissements importants et il y a même de l'argent ». Donc c'est un élément extrêmement important. Plusieurs exposés comme celui sur les décrets instituant l'unité de partenariat public-privé ont fait l'objet d'un échange au cours duquel les DG et la DGA de l'ANAPI, Rose Doré Bokele et Allé, se sont relayés pour répondre aux différentes préoccupations. La question de la compétence des administratifs dans la passation de marché et la supervision de contrats PPP était également à l'ordre du jour de ces échanges. La perception de recettes non fiscales en import et en export se fera selon le protocole d'accord signé entre la DGRAD et la DGDA. Les recettes envisagées touchent plusieurs domaines de la vie active. Pour plus de précisions, je vous propose ce reportage signé Riki Nzuziloya Mayawel, Cédric Keninambo. Les administrations douanières aux postes frontaliers ont désormais une boussole devant conduire leurs faits et gestes en ce qui concerne la perception des recettes non fiscales encadrées par la DGRAD. C'est l'instruction signée ce lundi 11 avril 2022 en protocole d'accord par la directrice générale de la DGDA, Jean-Blandine Kawanda Walwom, en faveur de la DGRAD, représentée par son directeur général Jean-Parfait Tabala. Cet accord concerne en importation tout comme en exportation, les recettes des secteurs particuliers, de la santé, du commerce, de l'agriculture, de l'environnement, des télécoms et autres. Cette collaboration devrait aussi s'étendre au domaine contentieux, c'est-à-dire à la répression du non-respect par les opérateurs économiques de leurs obligations fiscales telles qu'instituées par la loi. Les pénalités légales doivent être appliquées
pour permettre à l'État de rentrer dans ses droits. Ainsi, les recettes de la DGRAD ne seront plus considérées comme des recettes connexes à la frontière, mais de même nature que celles douanières et accisiennes, recettes du trésor public, devant donner à l'État les moyens de sa politique. L'instruction qui vient d'être signée arrive à point nommé. Nous attendons des recettes importantes au niveau du commerce extérieur, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture et d'autres. Nos recettes, vous le savez, comme nous, qu'on doit atteindre 2900 milliards de recettes non fiscales. Et parmi ces recettes, il y a en tout cas les recettes encadrées par la DGDA qui prennent un bon pourcentage. L'implication de la nouvelle directrice générale de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, sincèrement saluée pour la signature de cette instruction qui a souffert depuis plusieurs années. Les médias et leur contribution